Nous sommes dans le Grand Nord canadien, au-dessus du cercle polaire. Les animaux qui vivent ici ont dû s'adapter à des conditions très dures. Les plantes aussi. C'est la toundra. Des lichens, des mousses, des petites fleurs. Une sorte de tapis de plantes qui rampe sur le sol pour éviter de donner prise au vent. Pas un arbre, dirait-on. Et pourtant, si. Cette plante minuscule qui se rassemble en petits buissons au ras du sol, ce n'est pas une herbe. C'est bel et bien un arbre, avec un tronc de 2 à 3 cm de hauteur. C'est l'arbre le plus petit du monde, à peine plus haut que les fleurs qui l'entourent. Du coup, pour lui, un petit rongeur devient un redoutable géant. C'est un saule. La preuve, voici ses chatons. Les chatons de ce saule minuscule sont les mêmes que ceux des pays tempérés, fécondés, comme eux, par les insectes. Ce saule nain de l'Arctique, on le trouve aussi en montagne, à partir d'une certaine altitude. Un chaton, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de fleurs minuscules, rudimentaires, toutes du même sexe. Un chaton est soit entièrement formé d'étamines, dans ce cas c'est un chaton mâle, chargé de pollen, soit entièrement formé de pistils. Alors, il est femelle. Les abeilles, au printemps, recueillent sur les chatons mâles des saules des quantités énormes de pollen. Elles vont ensuite le déposer sur les chatons femelles. Regardez comme elles s'affairent. On pense qu'avant les glaciations, tous les arbres étaient probablement abonnés aux insectes. Avec le froid, les insectes devenant rares, ils se seraient reconvertis à la pollinisation par le vent. Sauf le saule, et le châtaignier, qui seraient en somme des conservateurs. « 99% des arbres à chatons, pour survivre, confient donc le transport de leur pollen au plus vaste, au plus international des services postaux du monde, le vent. Voilà pourquoi ils n'ont pas de fleurs séduisantes. Plus de noces entre l'insecte et la fleur. Donc, plus de robes blanches ou d'habits chamarrés, comme le cerisier ou le pommier. La fleur se retrouve sans pétales, dans sa triste nudité. Par contre, elle dépense des trésors d'imagination pour utiliser les caprices du vent au mieux de ses intérêts. Ainsi, le bouleau, au printemps. Il porte sur les mêmes branches des chatons mâles et des chatons femelles, plus petits, juste au-dessous.
Il suffirait donc que le pollen des mâles tombe sur les femelles. Et le bouleau se féconderait lui-même. Mais la nature n'aime pas ça. L'amour avec soi-même, c'est pire que l'inceste. À la longue, c'est additionner les tares et dégénérer à coup sûr. D'où ces immenses forêts de bouleaux où l'on se féconde les uns les autres. On est plus sûr de se marier en allant au bal qu'en restant tout seul à la maison. Et ici, c'est le vent qui mène le bal des chatons. Parce que c'est lui qui livre le pollen d'un bouleau à l'autre. Pour lui faciliter la tâche, le bouleau prend bien soin de chatonnner avant de sortir ses feuilles, sans quoi elles formeraient un barrage infranchissable pour le pollen. Il faut qu'il puisse circuler librement à travers les branches dénudées et que les chatons soient fécondés avant l'apparition des feuilles. Le bouleau a d'autant plus d'intérêt à mettre toutes les chances de fécondation de son côté que le vent, comme livreur de pollen, est loin de valoir l'insecte. La pollinisation par le vent se fait au prix d'un fabuleux gaspillage de la semence mâle. Le vent est un service postal qui transporte une masse énorme de courriers sans adresse. L'arbre à chatons fait confiance aux transporteurs et au hasard. Il finira toujours par arriver quelque chose à destination, à condition d'expédier beaucoup. Secouer au printemps des branches de conifères. Un nuage de pollen. N'importe quel grand service public, dans ces conditions, aurait déjà fait faillite. Pourtant, du courrier arrive. Des fleurs femelles sont pollinisées. La vie continue. Ici, nous avons trouvé une championne de pollen toute catégorie. Un seul pied de cette plante du bord des ruisseaux et des marais, la massette, émet chaque printemps 175 millions de grains de pollen. Là où un seul grain mâle est nécessaire, la nature en fabrique 1 million. Elle tient compte du fait que le vent en perd les 99 centièmes. Portés par les courants ascendants, les grains de pollen peuvent parcourir des centaines de kilomètres, survoler des chaînes de montagnes, franchir des mers. Indifférent aux problèmes humains, le pollen d'un bouleau russe est capable, si le vent est porteur, d'aller féconder un bouleau chinois. Par contre, s'il veut sortir vivant de l'Himalaya, il a intérêt à emprunter les cols, à ne pas dépasser en tout cas 5000 mètres d'altitude. Plus haut, l'excès d'ultraviolet tue son pouvoir germinatif. Fabuleuse performance tout de même. Comment est-ce possible? Un grain de pollen, qu'est-ce que c'est? Une boule minuscule faite de 2 cellules, si petite que pour voir les détails de sa structure, il faut faire appel au microscope électronique. Le grain de pollen est fortement déshydraté, de manière à résister, pendant le voyage, à l'état de vie latente. Jusqu'au moment où il atterrira, avec de la chance, sur l'organe femelle de la fleur qui l'attend. De plus, il y a pollen et pollen. Celui qui est conçu pour les insectes est gluant, fait pour se coller sur leur tête ou sur leur dos. Et il a des aspérités souvent spectaculaires, tendant à imbriquer les grains les uns aux autres. Un insecte emmène ainsi une boule de grains de pollen agglutinés. Au contraire, le grain de pollen de la plante abonnée au vent a besoin, lui, de courir librement sa chance individuelle. Il est donc absolument lisse, non visqueux et ultra léger. Il y a mieux encore. Le grain de pollen aéronaute. La membrane qui l'entoure se décolle et forme autour de lui 2 gros ballonnets gonflés d'air qui l'entraînent comme une montgolfière. C'est celui du pain. Et puisque nous en sommes au grain de pollen, qu'il soit destiné au vent ou aux insectes, voici quelque chose d'effarant. Il y a environ 250 000 espèces de plantes à fleurs dans le monde.
Or, chacune d'elles produit un grain de pollen absolument original, impossible à confondre avec les autres. 250 000 variations dans l'architecture et le squelette d'un être microscopique fait de 2 cellules. Résultat, on peut identifier n'importe quelle plante à fleurs par un seul grain de son pollen. C'est aussi sûr que des empreintes digitales. À ce propos, voici une curieuse histoire. En 1967, en France, à Nice, tout près de la mer, on commence à creuser pour construire un immeuble. Soudain, on découvre les restes d'un campement, datant de 400 000 ans. Un foyer, entre quelques pierres, des ossements d'animaux. Et, pas très loin du foyer, une sorte de caillou qui n'en est pas un. C'est un coprolithe, c'est-à-dire un excrément fossilisé, laissé là par le premier campeur de la Côte d'Azur, à l'intérieur même de sa hutte de branchage. Parce qu'à l'époque, il y a 400 000 ans, bref. On fait subir un traitement à cet humble message. Et on y découvre des grains de pollen fossilisés que l'homme avait avalés en respirant, comme cela nous arrive toujours au printemps. Résultat, l'archéologue Henri de Lumley, identifiant les grains de pollen sans erreur possible, a pu reconstituer l'environnement végétal de cet homme. On découvre ainsi qu'à Nice, il y a 400 000 ans, il y avait des pins, des chênes et des oliviers, comme à présent, mais aussi des bouleaux et des graminées sauvages. Tel était, révélé par les pollens de son excrément, l'environnement de cet homme qui chassait le cerf et l'éléphant sur la Côte d'Azur. Nous sommes dans les prés salés du Mont-Saint-Michel, toujours en France, mais en Normandie. Les graminées sont sans doute les plantes les plus sociales qui soient. Pour assurer les meilleures chances de pollinisation par le vent, elles se regroupent en formations denses et se fabriquent des tiges à la fois hautes, minces et souples, de façon à ce que le vent les fasse onduler et répande leur pollen. Certains de ceux qui respirent le pollen de ces graminées en font une allergie. C'est le pollen des graminées qui est responsable au printemps de ce qu'on appelle le rhume des foins. Ici, nous sommes au Sénégal. Profitant du climat, les graminées de la savane peuvent devenir géantes. Voyez, par comparaison, la taille de cet homme qui marche au pied d'une forêt d'herbes agitée par le vent. Mais voici une autre technique, celle du plantain, cette herbe modeste des pays tempérés, dont la graine est si appréciée des oiseaux. Ici, la tige de la plante reste rigide. Elle n'est pas conçue pour onduler. Ce sont seulement les minuscules étamines de la fleur qui claquent au vent, comme des drapeaux, au bout d'un filament, de façon à libérer leur pollen. Nous survolons ici, au mois de juin, la plus célèbre terrablée française, la Beauce. L'homme a tellement domestiqué le blé que grâce à l'ingéniosité des agronomes, celui-ci a perdu la capacité, comme les autres graminées, d'être pollinisé par le vent. C'est donc tout à fait inutilement, désormais, que le blé vert ondule ainsi au début de l'été. Même si ces étamines pendent encore, comme si elles voulaient confier leur pollen à la brise. Aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité des agronomes, le blé s'autoféconde spontanément.
Et l'homme a tellement besoin du blé qu'il a fait pour lui bien plus étrange encore. Les chercheurs ont désormais trouvé le moyen d'obtenir du blé sans avoir besoin que sa fleur soit fécondée. Comment? Eh bien, on prend les organes mâles chargés de pollen, après leur avoir fait subir un traitement aux hormones femelles. Et l'on finit par obtenir une plante éprouvette. Un être vivant né par androgénèse, c'est-à-dire sans avoir eu besoin d'une cellule femelle, donc d'une mère. Voici, filmé en accéléré, l'étrange naissance de ce blé, comme un bébé qui naîtrait d'un testicule. On obtient déjà ainsi non seulement du blé, mais du tabac, des pommes de terre, du piment éprouvette. Serons-nous capables un jour d'avoir ainsi des bébés d'hommes en traitant des spermatozoïdes aux hormones femelles? Qui sait, ce serait alors la fin du règne de l'amour. Le retour au point de départ. Lorsqu'il y a 3 milliards d'années, dans la mer, la vie se reproduisait comme le fait toujours cette algue unicellulaire, par bourgeonnement. Nous reviendrions à l'époque où la vie n'avait pas encore inventé la sexualité. Mais revenons à la nature. Pendant que les fleurs mâles dispersent leur pollen tous azimuts, la fleur femelle n'attend tout de même pas les bras ballants. Elle fait ce qu'elle peut pour attraper les grains de pollen au vol. Et pour cela, elle s'arrange pour se déployer le plus largement possible. La méthode classique est de brandir un plumeau ramasse-pollen. Et le plus célèbre est celui de la fleur femelle du maïs, laquelle est donc, très exactement, une femme à barbe. Voici un plumeau à pollen qui raconte une histoire amorale. Figurez-vous que la petite pimprenelle est la honte de sa famille, une famille bourgeoise et même noble, celle des rosacées. Armoirie célèbre, 5 sépales, 5 pétales, nombreuses étamines. Chez ces gens-là, monsieur, la pollinisation par le vent, ça n'existe pas. Églantier, fraisier, cerisier, pêcher, poirier, pommier. Depuis des générations, on se fait polliniser par des insectes. Et encore, pas par n'importe qui. Coléoptères, colporteurs, s'abstenir. Même la grande pimprenelle, comme toute la famille, ne fréquente que les insectes. Et figurez-vous que la petite pimprenelle, cet enfant buté, est devenue une hippie. Elle s'est laissé pousser les cheveux pour attraper le pollen avec le vent. Or, croyez-vous que la nature la punisse en la faisant dégénérer? Pas du tout. Au contraire, du coup, elle a doté le plumeau de la petite pimprenelle d'un réseau de poils spéciaux, humidificateurs, ce qui est un progrès technique indiscutable. Le grain de pollen, en effet, y arrivant tout sec, a le temps de s'y rehydrater avant de passer à l'acte sexuel, ce qui va grandement l'aider à produire son tube pollinique. La nature est donc plus tolérante que l'homme à l'égard de ces minoritaires. Au lieu de les pénaliser, il lui arrive d'encourager leurs efforts. Telle est donc l'aventure aérienne du pollen. Mais il y a aussi ses aventures nautiques. Pour les plantes aquatiques, c'est le courant qui remplace le vent. Les étamines s'ouvrent sous l'eau et les fleurs femelles ont des petites nasses de filaments quasi invisibles pour attraper le pollen au passage. Il n'y a pas seulement des plantes à fleurs dans les eaux douces et dans les aquariums. Il y en a aussi dans la mer, près du littoral. Il ne faut pas les confondre avec les algues, leurs très lointains ancêtres, bien incapables d'avoir des fleurs. Ainsi,
les Posidonies sont d'authentiques plantes à fleurs qui se plaisent à vivre submergées, mêlées aux algues, dont elles sont séparées par des millions d'années d'évolution. Elles ont inventé un pollen fait de flocons de minuscules filaments d'un quart de millimètre capables de dériver sous l'eau. Mais le cas le plus extraordinaire de fécondation sous l'eau est celui de cette petite plante des eaux calmes, la Vallisnerie. Elle a compris que le mieux était encore de se faire féconder en surface. Au moins, le pollen est diffusé dans un plan horizontal, ça diminue les chances d'en perdre. Problème, il y a Vallisnerie femelle d'un côté, mâle de l'autre. Toutes deux, les pieds dans la vase, la tête sous l'eau. Solution. D'abord, du côté de monsieur. Les boutons mâles, arrivés à maturité, se détachent et montent vers la surface grâce à une bulle de gaz qu'ils emprisonnent. Là, le bouton mâle s'épanouit, devient une fleur mâle qui rabat ses 3 sépales en arrière, ce qui, d'homme grenouille, la transforme en bateau. Cela forme une petite nacelle qui dérive à la surface au gré des courants et du vent, toutes étamines déployées. Mais le pollen ne s'envole pas, il reste aggloméré. Qu'attend-il? Qu'une fleur femelle arrive elle aussi en surface. De quelle façon? Eh bien, Madame Vallisnerie se fabrique une tige hélicoïdale comme un ressort. Dès que le bouton femelle est prêt, elle le détend. À la surface, le bouton déploie des organes femelles fécondables avec des bords sciés. Ce sont des grappins. La fleur mâle, toutes étamines dehors, approche à la dérive. Aussitôt, elle est saisie par les grappins de la fleur femelle, qui la coince. Le pollen passe d'un bord à l'autre, la fleur femelle est fécondée. Alors, la Vallisnerie femelle retend son ressort, ramène sa fleur en plongée et mûrit son fruit sous l'eau. Elle a la garde de l'enfant, c'est ce qu'elle voulait. Là-haut, en surface, la fleur mâle dont elle n'a plus besoin peut aller s'échouer où elle veut. Mais le tour de force de la Vallisnerie est un exemple assez rare. Peu de plantes aquatiques confient à l'eau le soin de disséminer leur pollen. C'est qu'en fait, la vie aquatique de certaines plantes à fleurs est la conséquence d'une évolution récente, d'un semi-retour vers l'eau. Ainsi, les nénuphars, les lotus et les renoncules d'eau continuent à offrir de jolies fleurs à la surface pour attirer les insectes. Parce que la pollinisation par l'insecte, c'est la voie royale. C'est pour l'insecte que les fleurs vont être amenées à inventer les choses les plus étonnantes, pour les obliger à emporter leur pollen. Voici déjà, en avant-première des prochains épisodes, l'exemple d'une fleur bien connue des jardins, le lupin. Elle a mis au point un système catapulteur de pollen. Nous verrons aussi les fleurs qui confient leur pollen aux oiseaux, et même aux chauves-souris. Ce sera pour les épisodes suivants.